Mes chers amis, bienvenue dans cet épisode spécial de monter et descendre. Spécial puisque vous êtes 500 souscrivant à cette chaîne et pour célébrer cette nouvelle, j'ai décidé de déguster un José Piedra. Pourquoi José Piedra? Eh bien, nous allons y revenir, mais c'est un fabricant de cigares qui me tient particulièrement à cœur. Je tiens à noter que nous filmons cette vidéo alors que Cuba connaît sa plus grande crise économique depuis une trentaine d'années. José La Madrid Piedra s'est installé en 1880 dans la région de Remedios à Cuba. Il est d'origine espagnole comme beaucoup d'autres, et dès la fin du 19e siècle, sa manufacture de cigares devient l'une des plus populaires à Cuba. José La Madrid Piedra II et III prendront sa succession et rendront cette marque très populaire dans les années 40 et 50, particulièrement sur le marché américain. L'usine ensuite souffrira de la Révolution en 1962, puisque leur marché était principalement basé sur les États-Unis, mais en 1996, la manufacture connaît un nouvel essor sous la production de 6 modules, à la tripe faite à la machine et la cape mise à la main. Un gigantesque succès rendant ce cigare abordable, un cigare donc cubain, fabriqué exclusivement à la Vuelta Arriba, qui est, selon les Cubains, l'un des 2 meilleurs terroirs du monde en ce qui concerne le tabac. Le meilleur étant la Vuelta Abajo. Et donc au nez, c'est un cigare qui est très simple, très poivré, un poivre noir pénétrant, un boisé doux, c'est principalement poivré, une touche de vanille, un peu de cuir, et alors, quel que soit l'endroit qu'on sent, on va retrouver cette dominance et cette profondeur du poivre noir. Vraiment un produit typique cubain. Pour ce qui est de l'allure du cigare, c'est pas terrible. On a donc une cape avec des nervures plutôt apparentes. C'est pas lisse. Ça semble très artisanal, ce qui esthétiquement n'est pas dérangeant. On va voir ce que ça va donner au fumage. La bague, elle aussi, est très simple. Donc on a une bague blanche avec quelques traits marrons. C'est minimaliste. C'est un aspect de cette manufacture qui me plaît énormément. Donc ce sont des cigares que j'ai depuis un moment dans ma cave, parce que je n'ai pas acheté de cubain depuis 2019. Volontairement, et c'est un sujet que je n'aborde pas souvent, parce que je souhaite que ces dégustations perdurent dans le temps, qu'elles aient toujours un sens dans 15 ou 20 ans. Et donc je n'aborde jamais la question du prix. Donc je le disais tout à l'heure, Cuba connaît une des plus grandes crises économiques, récentes en tout cas. Et même si j'ai beaucoup de peine pour le peuple cubain, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que les décisions économiques prises par les gouvernants de Cuba eh bien, ont plus ou moins entraîné cette crise dans cette volonté depuis déjà plusieurs années de transformer le cigare cubain, considérer que c'est un produit supérieur aux autres et d'essayer de le faire entrer dans le marché du luxe. Je pense que c'est un choix commercial que Cuba a semé et récolte aujourd'hui. On a là un excellent tirage. Le cigare est très herbacé au tirage à froid.
Donc comme je vous le disais, je n'achète plus volontairement de cigares cubains depuis environ 2019, en réaction à la hausse des prix que je trouve scandaleuse. Et il ne s'agit pas là de pouvoir d'achat, il s'agit là de principe. Donc ce sont des cigares que j'ai depuis quelque temps dans ma cave, et un ami proche, il n'y a pas si longtemps que ça, m'a communiqué une théorie qu'il avait, selon laquelle certains cigares, en tout cas, avaient tendance à, lorsqu'on les laissait vieillir dans une cave à cigares, donc une cave de qualité, une mise en cave dans de bonnes conditions, etc., que ces cigares allaient bien vieillir durant une certaine période, atteindre un certain pic, puis ensuite perdre en complexité. Et c'est une chose que j'ai pu observer, eh bien, notamment, et c'est peut-être le premier modèle de cigare avec lequel j'observe, avec les José Piedra. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours, parce que vous allez voir que c'est une dégustation qui n'a pas vraiment d'intérêt. Le cigare est très simple. Comme on dit à Cuba, c'est bon, et c'est tout. Et c'est tout. Ça ne mérite pas d'autres commentaires. C'est bon ou c'est pas bon. Là, en l'occurrence, c'est un bon cigare, je dirais de moyenne gamme. J'ai observé au fur et à mesure des années, vous allez comprendre pourquoi je fume ce cigare depuis longtemps. J'ai observé donc une dégradation et c'est un vite. Une dégradation de la construction de ces cigares. Donc il y a encore une quinzaine d'années, on avait une construction, on était rarement déçu par la construction. Et année après année, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de cigares qui étaient mal construits. Il s'est éteint. En l'occurrence, celui-ci n'est pas mal construit, il me paraît juste un tout petit peu trop aéré. Et c'est la raison pour laquelle, juste en discutant un petit peu, eh ben, j'arrive à l'éteindre. Je vais vous raconter ça très rapidement. J'ai passé le bac littéraire, un bac littéraire spécialité anglais, non pas par besoin, mais pour faire plaisir à mes parents, pour tout vous avouer, parce que je savais déjà que je voulais être horloger. D'ailleurs, c'est amusant, déjà à l'époque, la France essayait de fabriquer des imbéciles, puisque j'avais une collègue de classe qui, littéralement, je n'exagère pas, était incapable d'écrire une phrase en français sans faire de faute. Elle a eu son bac. Donc elle a eu un bac littéraire. Hein. Il en est de même pour moi d'ailleurs, hein. Il n'est pas question ici de critiquer les autres. J'ai eu un bac littéraire spécialité anglais en ne sachant pas parler un mot d'anglais. Ou peu s'en faut. Peu s'en faut, j'ai appris l'anglais plus tard en voyageant et en regardant des films en anglais. Donc j'ai fait des études, j'ai fait des études d'horlogerie en alternance et j'ai travaillé dans une bijouterie, horlogerie, donc qui faisait du service après-vente. Et alors l'atelier était situé en haut d'un immeuble qui avait vue sur la place principale d'une ville dans laquelle je travaillais. Et donc dans cette place principale, qui se trouve à Dieppe, en Seine-Maritime, qui s'appelait à l'époque, je crois qu'ils ont changé le nom, la place du Puy-Salé, qui était une place à la fois historique et très jolie. Très jolie. Donc il y avait une grande terrasse de bar qui était très fréquentée en été. Et alors de temps en temps, entre deux réparations, il nous arrivait de flâner et de regarder un petit peu ce qui se passait par la fenêtre pendant quelques secondes, le temps de nous reposer nos yeux. C'est vrai que le métier d'horloger est un métier très, très fatigant pour les yeux, pardon. Et donc les pauses sont plus ou moins nécessaires.
tout comme pour ce José Piedra. Et alors, un beau jour, à travers la fenêtre, je vois s'installer à la terrasse un homme habillé avec un costume 3 pièces, blanc, enfin crème, très élégant, un chapeau, et cet homme, je le vois s'allumer une pipe. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais complètement anti-tabac, anti-alcool, aucune ouverture d'esprit là-dessus, il n'était pas question de m'en parler et de débattre de quoi que ce soit. Donc ce jour, j'ai vraiment eu une révélation, j'ai vu cet homme s'allumer une pipe sur cette terrasse, et ça m'a beaucoup inspiré. Donc tout de suite, je me suis rendu sur Internet afin de faire des recherches. Et déjà, il y avait un site qui existe toujours à l'heure actuelle, Dieu merci, et qui s'appelle fumeurdepipe.net, qui est un site que je vous recommande chaudement, une référence, enfin je dirais même la référence en France, avec un forum à la fois chaud et vivant, qui aborde donc toutes sortes de sujets autour du fumage de la pipe. Je me suis renseigné donc entre autres à travers ce site, mais aussi d'autres sites internet, à propos du tabac, et c'est là que j'ai découvert à quel point je me trompais à propos de ce produit. Et donc j'ai découvert évidemment que le tabac n'était pas forcément un produit qui suscitait une dépendance, que ça dépendait beaucoup de la façon dont on le fumait évidemment, mais aussi de la qualité du produit qu'on fumait. Ça paraît évident, mais il faut le savoir. Il faut le savoir pour se dégager un petit peu de ses a priori. Et petit à petit, cette activité qui me dégoûtait, que je ne voyais qu'à travers une forme d'esclavage finalement, eh bien, ça a suscité de plus en plus mon intérêt pour presque m'obséder. Donc je me suis rendu dans un... Donc vous pouvez voir que j'ai balayé quelques fois la table. C'est un cigare qui est légèrement poussiéreux. Donc ça, c'est cette construction qui est très aérée, qu'il est un petit peu trop. Pour moi, c'est agréable si je tire assez régulièrement, sinon le cigare s'éteint. On peut voir la cendre qui se déconstruit un petit peu, des lamelles qui gonflent. Et donc il va falloir faire attention à ma cendre. Je vais garder le cendrier pas loin. C'est un cigare, donc les José Piedra tels qu'ils sont faits à l'heure actuelle, je vous déconseille fortement de les fumer à l'intérieur parce que c'est un fumage assez salissant en vue de leur construction qui est assez anarchique. Donc je me suis rendu dans une civette, qui était une civette assez correcte, juste à côté de mon atelier d'horlogerie, pour acheter une pipe. Et alors, je voulais absolument une pipe longue. Évidemment, j'étais sous l'influence de l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Et donc j'ai trouvé une pipe en écume de mer de la marque J'admire, sans commentaire, que d'ailleurs je n'ai jamais fumé. Je l'ai gardée vierge. Et au départ, c'était juste un plaisir d'avoir cette pipe à la bouche et de lire un bon livre. C'était davantage l'image du fumage de la pipe que le fumage en lui-même qui me séduisait. Ou peut-être qu'il y avait un petit peu cette peur de commencer à consommer ce produit sans ne rien savoir, ou si peu. Puis en allant à l'école d'horlogerie, puisque j'étais en alternance, donc cette école se situait à Morteau, dans le Doubs, qui n'est relativement pas loin de Saint-Claude, et donc dans les civettes on pouvait trouver un petit peu partout des pipes de Saint-Claude, ce qui veut tout dire et rien dire d'ailleurs en ce qui concerne la qualité de ces pipes, ou le côté fait main, plus ou moins artisanal ou industriel de ces pipes. Et j'ai trouvé une pipe, donc c'est une Ropeco qui est officiellement la première pipe que j'ai fumée.
qui était une pipe industrielle, semi-industrielle on va dire, hein, comme beaucoup de pipes à l'heure actuelle, c'est-à-dire des pipes qui sont faites principalement à la machine, mais avec un contrôle qualité humain et quelques finitions faites à la main. Mais on est loin de l'attention que va porter un artisan sur une pipe, disons en règle générale, parce que ce sont des gens qui ont un temps limité à passer sur chaque pipe. Donc c'est une pipe droite faite à Saint-Claude, en bruyère, une bruyère comme sur beaucoup de pipes industrielles avec beaucoup de défauts. Et par une chance incroyable, la bruyère qui constitue cette pipe fume très bien. Évidemment, en qualité de première pipe, j'ai fumé divers tabacs dedans, et ne connaissant pas du tout, ne sachant pas du tout par quoi commencer, je me rappelle avoir acheté, je crois que mon tout premier tabac, c'était du Sanson, donc un tabac, si je ne m'abuse, une coupe pour cigarette, oui, cigarette à rouler. Ensuite, j'ai dû essayer, alors c'est un tabac qui m'a un peu dégoûté, mais j'étais toujours séduit, j'avais toujours envie d'essayer, parce que j'étais toujours séduit par le geste. Le geste et la mentalité qu'il y avait autour de la culture qu'il y avait autour du fumage de la pipe. Donc, bien qu'étant dégoûté par le tabac, à la fois sa puissance, sa vulgarité, il y avait un genre de goût de noisette aussi qui ne me plaisait pas du tout. Donc je m'étais déjà renseigné comment déculotter une pipe correctement, fumer doucement, etc. etc. Donc le Sanson, j'ai plus ou moins abandonné. Je ne sais même plus si j'ai fini le paquet ou pas. Ensuite, j'ai essayé du Saint-Claude, je ne sais plus quelle variété, qui est un tabac assez fort aussi. Ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai essayé de l'Amsterdamer. Et puis là, avec l'Amsterdamer, pour une raison que j'ignore, j'ai insisté un petit peu plus. C'est un tabac qui m'a toujours pas plu. Mais je me rappelle avoir insisté notamment durant un week-end en lisant Les Thanatonautes de Bernard Werber avec un bon chocolat chaud, avoir insisté et essayé de fumer cet Amsterdamer. Ensuite, en me rendant de nouveau dans la civette qui avait à côté de mon atelier d'horlogerie, j'ai découvert qu'il y avait quelques tabacs à pipe, et puis alors là j'ai commencé à faire des expériences, c'est-à-dire à acheter des tabacs sans ne rien savoir à leur propos. Et c'est là que j'ai découvert divers tabacs qu'on trouve encore aujourd'hui, je pense, en civette. Je me rappelle de l'Alsbo, de tout ce qui est Alsbo, donc des tabacs très aromatiques, très chimiques, qui à l'époque m'ont beaucoup plu parce que c'était doux et sucré, et donc ça m'a permis d'habituer mon palais, d'initier mon palais au tabac. Je me rappelle du Clan, c'est des tabacs que je n'ai pas touchés depuis des années. Je me rappelle donc je continue à fumer de l'Amsterdamer. Il y avait un tabac, Bird je ne sais quoi, Kentucky Bird. Donc expérimentant divers tabacs à pipe, j'étais tenté évidemment également d'expérimenter avec des cigares. Excusez-moi, je peine un peu avec ce cigare. J'avais envie donc d'expérimenter avec des cigares. En adolescent borné de caractère, j'étais persuadé qu'il fallait absolument fumer des cubains. Parce que c'était le puro, c'était le cigare originel, c'était les seuls qui savaient vraiment faire de bons cigares. Et alors le cubain le plus abordable financièrement, c'était le José Piedra, parce qu'on avait à la fois un cigare qui était originaire de l'un des meilleurs terroirs de Cuba, mais aussi une tripe courte faite à la machine, ce qui rendait le cigare beaucoup plus abordable. Et alors ça me permettait, je ne fumais pas beaucoup de cigares, je pense que j'achetais à peu près un fagot de 25 par an, que des José Piedra, sans compter quelques cigares par-ci par-là pour des dégustations. Mais c'était amusant, à l'époque j'avais une Renault Twingo, et je me rappelle fumer le cigare dans la Twingo, j'avais des regards un peu bizarres. Donc en ce qui concerne ce cigare, nous avons toujours un fumage
très poussiéreux, des saveurs qui ne sont pas d'une grande pluralité. C'est un cigare qui est bon, qui est dès le premier tiers à la limite de la vulgarité, puisqu'on a on a encore ce côté un peu poivré, presque terreux. Certains appelleraient ça du caractère, mais alors c'est pas gênant, mais on est à la limite d'un goût un peu gazeux, cendreux. Donc en ce qui concerne les 500 souscrivants, donc tout d'abord je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à regarder ces épisodes. Depuis quasiment mes débuts dans le fumage de la pipe et du cigare, j'écris des dégustations sur papier. C'était une suite logique ayant cette autre passion qu'est la vidéo, de transformer ces dégustations écrites en dégustations filmées. L'intention depuis le départ, ça a toujours été de faire quelque chose, non pas pour les autres, mais quelque chose que je ferai pour moi de toute façon. Hein. Donc il n'y a pas de course aux chiffres, au nombre de souscrivants, au nombre de vues, plaire à l'algorithme, ce qui est complètement foutu, ou pas. Non, l'intention, c'est de me faire plaisir et d'essayer de partager ce plaisir, mais aussi, comme je l'ai déjà précisé, tenter de créer, de rassembler, de créer une communauté, et puis aussi de communiquer, partager cette passion, mais aussi, enfin, c'est plus que ça, parce que c'est aussi l'idée que je pense qu'il est important de rééduquer les personnes à propos de la consommation du tabac. Ça n'est pas au goût de tout le monde, et les non-fumeurs sont très bien en tant que non-fumeurs, mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer ce produit et avoir tous ces a priori qui sont complètement faux. D'ailleurs, si je voulais avoir davantage de notoriété sur le site YouTube, et je le sais très bien, il faudrait que je fasse des vidéos principalement pour les débutants. Ce que je ne fais pas, premièrement, parce que je n'en ai pas l'envie, ou du moins pas pour l'instant, et deuxièmement, parce que je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui font ça, justement par intérêt d'avoir plus de vues, de reconnaissance, de je ne sais quoi. Depuis longtemps, j'ai ce dilemme d'équilibre entre la qualité et la quantité. En ce qui concerne le tournage d'une vidéo, plus vous allez chercher à optimiser la qualité de l'image, du son, la lumière, etc., les compositions, le décor, la mise en scène, plus vous allez chercher à améliorer finalement la qualité de la vidéo en règle générale, et plus vous allez créer de distance, plus vous allez créer on va manquer d'authenticité, on va manquer de spontanéité, parce qu'on va avoir tous ces artifices autour, finalement, qui nous privent d'un contact direct entre le sujet et l'audience, finalement. Et donc j'ai toujours cherché à avoir cet équilibre entre un minimum de qualité quand même, et puis une certaine spontanéité, une certaine proximité. Donc le but c'est... D'ailleurs je m'amuse souvent à me sentir davantage moi-même lors du tournage de ces épisodes que quelquefois dans j'ai envie de dire la vraie vie, entre parenthèses, entre guillemets, pardon. C'est le croisement c'est mon monde, c'est ma passion. Je regroupe beaucoup de choses que j'aime. Bien manger, bien boire, bien dormir, avoir un bon thé, un bon tabac, la vidéo. C'est finalement tous ces plaisirs simples de la vie qui se regroupent un petit peu, qui
qui se retrouvent... on crée un lien parce que le tabac, que ce soit le fumage du cigare ou de la pipe, va vous aider à digérer un bon repas, va accompagner souvent une petite boisson. C'est aussi une activité qui détend, donc qui vous prépare à une nuit calme et j'ai envie de dire onirique, un petit peu, qui vous prépare un petit peu déjà à rêver, imaginer plein de choses. Et donc il n'y a jamais eu de mise en scène particulière. Au contraire, je cherche à justement être le plus authentique possible. Donc il y a une raison pour laquelle je n'aborde jamais la question du prix d'un produit que je déguste, ou de la facilité avec laquelle on peut se le procurer. Premièrement parce que je veux mettre l'accent sur le plaisir de déguster ce produit et non pas les à côté. Et deuxièmement parce que j'ai envie que ces épisodes perdurent dans le temps et notamment en ce qui concerne les tarifs, c'est une chose qui va énormément fluctuer avec le temps, particulièrement ces dernières années. Il faut ajouter à cela que ce sont des informations qu'on peut se procurer assez facilement. Donc lorsque j'avais environ 20 ans, alors que j'étais encore horloger, en plein dans mes études, j'ai eu une deuxième révélation qui m'a poussé à tout quitter, absolument tout, et littéralement partir avec mon sac à dos pour me retrouver dans ce qu'on appelle un éco-village. C'était dans les Pyrénées-Orientales. C'est une bande de copains qui avaient acheté une partie de montagne dans les années 80 pour une bouchée de pain et qui en ont fait un genre de village dans lequel ils vivaient tous ensemble. Donc on parle d'une dizaine de personnes et ils vivaient donc en semi-autarcie. Ils avaient restauré des maisons de bergers pour y vivre. Ils avaient cultivé, donc ils avaient aménagé des jardins pour cultiver fruits et légumes. On avait les toilettes sèches, on faisait notre propre bois de chauffage, puisqu'il y avait énormément de ressources en termes d'arbres, une grande variété. Et tout ça nous permettait de vivre avec environ, je crois, 60 € par mois, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est ça. Donc en achetant finalement tout ce qu'on ne pouvait pas produire sur place. Et alors, ce qui m'a particulièrement séduit, c'était l'organisation de cet éco-village, donc qui n'était constitué que de cette bande de copains originels. Pour commencer, il y avait une maison commune dans laquelle tout le monde se retrouvait s'il le souhaitait pour manger, passer un bon moment, passer une soirée. Il y avait quelques lits pour les invités ou pour les personnes qui souhaitaient y dormir. Il y avait une cuisine commune, etc., etc. Il y avait une caisse commune pour que tout le monde, chaque mois, y dépose 60 € pour pouvoir faire les courses. Et puis, chacun avait sa propre maison individuelle. Donc c'est un des premiers problèmes auxquels on va se confronter quand on vit en communauté. Plus il va y avoir de personnes et plus l'entente va être difficile. Notamment dans le monde de l'entreprise, les rapports humains sont une des choses les plus difficiles à gérer, si ce n'est de loin, je dirais, la chose la plus difficile à gérer. Et donc la mentalité, l'organisation de ces personnes était, je pense, très intelligente et beaucoup plus évoluée qu'une grande majorité d'États traditionnels. Chaque mois, il y avait un conseil dans lequel étaient prises des décisions, et chaque décision devait être votée à l'unanimité. Alors évidemment, c'est possible lorsqu'on est en nombre assez restreint, plus il y a de personnes impliquées et plus ça devient difficile, bien évidemment. Et donc dans cette propriété, personne n'était propriétaire de quoi que ce soit. On pouvait être responsable d'une certaine zone ou pas,
mais personne n'était propriétaire de quoi que ce soit. Ce ne sont que des mots, mais ça change beaucoup de choses. Un endroit absolument fantastique dans lequel j'ai des souvenirs exceptionnels. Ça a changé complètement ma vie et ma vision des choses. Donc je suis parti avec mon sac à dos, et dans ce sac à dos, il y avait eh bien, de quoi plus ou moins survivre, quelques jours en tout cas, dans un milieu non civilisé. Et donc, eh bien, parmi les différents objets qui me raccrochaient à la civilisation, il y avait bien évidemment une théière, du thé, et quelques cigares, du tabac à pipe, et les accessoires qui vont avec. Et alors ce qui est amusant, c'est que donc, je ne suis pas parti comme ça sur un coup de tête, hein, mais j'avais quelques économies, et je suis revenu avec davantage d'économies. Parce que là-bas, j'ai appris à travailler avec mes mains. J'ai appris ce qu'est le labeur, la souffrance. Et je pense qu'il faut passer par là des fois il faut descendre un petit peu pour pouvoir remonter. Et finalement, j'étais surpris de constater que, en termes de confort, notamment en termes de confort matériel, eh bien, je me sentais très bien. Mais en termes de confort général, je dirais, hein, on consommait beaucoup de produits qu'on cultivait qu'on produisait sur place. Beaucoup d'infusions de plantes sauvages, ça valait également pour les plantes médicinales. Il y avait des chevaux semi-sauvages, ce qui d'ailleurs plus tard m'a donné envie d'entamer une carrière de maréchal ferrant. Ça venait de là, j'ai été fasciné par ces animaux on montait jusqu'en haut de la montagne au petit matin pour aller les chercher. Eux allaient chercher les premiers rayons de soleil, et alors c'était une montée de 3/4 d'heure, 1 heure, juste pour aller chercher les chevaux et les redescendre, mais il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas besoin, parce qu'ils avaient suffisamment d'espace pour se sentir en liberté. Et donc c'était une parenthèse particulièrement plaisante, parce que on n'était pas assujetti au travail, c'est-à-dire qu'on travaillait tous les jours, mais à un rythme très sain, et par envie plus que par besoin en fait. Et il y avait cette permanente contemplation de la nature, de la vie, cette réflexion qui m'a ensuite beaucoup servi. Vous allez voir que durant le 3e tiers, c'est un cigare qui commence à se vulgariser et qui n'a plus vraiment d'intérêt. J'ai été surpris de constater que, en me départissant de beaucoup de possessions matérielles, je me suis senti extrêmement léger et libre. C'est une chose de comprendre ce concept, c'est autre chose de le vivre. Ceci étant, bien plus tard, j'ai reconsidéré cette idée du matérialisme, parce que je pense que posséder, ce n'est pas forcément de l'esclavagisme. C'est pas forcément entasser des choses, ça peut être aussi une réponse au consumérisme, dans la mesure où acheter des objets de qualité, des objets qui durent, c'est aussi acheter moins et de façon plus responsable. Sans compter le fait qu'il y a un plaisir au quotidien à manipuler finalement ces objets qui sont à la fois beaux, utiles et durables. Pour ce qui est de ce cigare en particulier, je suis surpris. Donc je vous annonçais tout à l'heure que le 3e tiers commençait à être vulgaire. En l'occurrence, j'ai toujours pas de vulgarité, et j'ai un renforcement du poivre, mais qui se complexifie plutôt que de devenir agressif finalement. La question est, suis-je tombé sur un cigare particulièrement savoureux, ou est-ce le vieillissement en cave qui me permet d'avoir cette douceur en fin de fumage? Alors c'est une chose que je pourrais vous confirmer, parce qu'il me reste, je crois, encore 3 José Piedra, 2 modules différents d'ailleurs, en cave, que je m'empresse plus ou moins de fumer, pas tant que ça, mais quand même un petit peu, parce que, comme je vous dis, j'ai peur qu'il commence à se dégrader. Parce que j'ai déjà vécu ça dans le passé. Ce sont des cigares que j'ai vus
se dégrader au bout d'un certain nombre d'années dans une cave à cigares. Une cave de qualité, encore une fois, et de bonnes conditions de conservation. Alors j'ai commencé à avoir un petit peu d'âpreté, puis un dégazage. On va entrer dans cette phase durant laquelle le cigare n'est plus agréable. Ceci étant, donc, en ce qui concerne cette tripe courte, donc la tripe courte, ce sont tout simplement donc vous avez la tripe longue et la tripe courte. La tripe courte, ce sont des feuilles qui sont hachées et non pas roulées entières. Enfin, pas entières, mais des demi-feuilles, puisqu'on se sépare toujours de la nervure centrale, dans la mesure où elle contient énormément de nicotine, ça vulgarise vite le produit, et puis c'est pas facile à rouler. Donc les feuilles sont à la fois coupées en deux, pour se séparer de cette nervure, mais aussi sélectionnées en fonction de leur état général. Donc je pense que nous allons arrêter notre dégustation ici. Vous voyez cette ligne de fumée là, elle est provoquée par un morceau de tabac qui est plus dense que le reste, et donc qui a plus de mal à s'embraser. Hein. Ça crée cette fumée plus épaisse, plus visible, qui est très jolie d'ailleurs. Mais c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Donc je pense que nous allons terminer cette dégustation ici. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cet épisode et je vous remercie enfin je suis content, je suis fier d'avoir regroupé, et d'ailleurs plutôt que vous ayez rejoint cette communauté, oui, c'est ce plaisir de rassembler des personnes autour d'un intérêt commun et surtout de cette discipline qui cherche à... Je l'ai dit plusieurs fois lors de ces épisodes, on prend le temps, on fait une pause, on essaie de réimaginer le monde, on se rassemble autour du plaisir, du partage. Et puis de cet intérêt pour les bons produits de la terre, le fait main, l'artisanat, la recherche de saveurs, de complexité, le voyage finalement mental. Donc tout c'est fantastique. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Happy Mama, Happy Casa. Cigare papa. Ah là là. Bon, c'est bien tout ça. Dans ceci étant, lors du tournage de cette vidéo, on est encore à 496 souscrivants. Hein.